Nouveau point de l'actualité sur Eden TV. Bienvenue à tous. Voici le sommaire. Le gouvernement japonais vient en aide aux écoliers et élèves béninois. C'est à travers un don de 320 millions de yens, soit environ 1,6 milliard de francs CFA au profit des cantines scolaires. Animation ce mercredi d'une conférence de presse par les responsables du Front des organisations nationales contre la corruption FONAC. Il s'agit pour Jean-Baptiste Elias et ses collaborateurs de présenter aux hommes des médias le rapport du Forum sur la bonne gouvernance tenu à Grand Popo les 15, 16 et 17 juin dernier. Au Canada, les populations indigènes et les ONG écologistes sont contre l'extension d'un oléoduc dans la mer de Salish sur la côte pacifique, projet que soutient pourtant le gouvernement. Merci de votre fidélité. Le gouvernement japonais a accordé un appui de 320 millions de yens, soit environ 1,6 milliard de francs CFA pour l'achat de riz au profit des cantines scolaires. L'information a été rendue publique au cours d'une conférence de presse tenue par le ministre Aurélien Agbenonchi et l'ambassadeur japonais près le Bénin au ministère des Affaires étrangères. Laurent Toneikes, Fiacre, Voitan. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonchi et l'ambassadeur du Japon près le Bénin Kiyofumi Konishi ont procédé à la signature d'échange de notes de l'assistance alimentaire en faveur du Bénin le 12 octobre dernier. Cette assistance alimentaire de l'année fiscale japonaise 2017 d'un montant total de 320 millions de yens japonais, soit environ 1,6 milliard de francs CFA, va contribuer à combler le déficit céréalier au Bénin et principalement à l'achat du riz japonais au profit des cantines scolaires. Le Japon, comparativement à l'année dernière, a revu à la hausse cet appui en passant de 250 millions à 320 millions de yens japonais. Et c'est pour informer les populations béninoises que le ministre Aurélien Agbenonchi et l'ambassadeur Kiyofumi Konishi étaient face à la presse. Le président de la République, comme vous le savez, a décidé que notre priorité aujourd'hui, c'est d'être présent dans les communautés, c'est de faire en sorte que notre programme de cantine scolaire permette une fréquentation accrue de l'école, le maintien des enfants à l'école, mais aussi de régler les problèmes de malnutrition qu'ils peuvent avoir. Et je crois que le riz qu'on reçoit dans le cadre du KR1 participe à cet objectif du président de la République. Cette action s'inscrit dans la dynamique de la coopération japonaise pour soutenir les efforts du gouvernement dans le domaine de la sécurité alimentaire. Je souhaite que cet accord d'assistance alimentaire que nous avons signé n'entrave pas la détermination du gouvernement du Bénin dans sa politique de promotion des filières agricoles en général et celle du riz en particulier, car le développement de l'agriculture au Bénin a une potentialité évidente et énorme et que le pays va arriver à un état d'autosuffisance alimentaire à moyen terme. Grâce aux fonds de contrepartie qui seront constitués, plusieurs projets socio-communautaires seront réalisés. Et pour preuve, c'est avec les fonds constitués en 2016 que plusieurs salles de classe et laboratoires ont été construits. Dans ce cadre, le gouvernement japonais envisage aménager plusieurs écoles. Le Japon va bientôt démarrer le projet d'aménagement des écoles primaires publiques dans le département de l'Atlantique, qui s'inscrit dans le PAG après avoir effectué une étude préparatoire et sur la base de la requête de la République du Bénin. Le Japon a sélectionné 36 écoles qui seront aménagées à travers ce projet. Le Japon entend élargir les éventails des domaines d'intervention au Bénin, surtout l'aménagement du transport dans la ville de Cotonou. Selon l'ambassadeur Kiyofumi Konishi, l'étude en détail sur ce projet d'amélioration des conditions du transport dans la ville de Cotonou sera effectuée en février prochain.
Le Front des organisations nationales contre la corruption FONAC était face à la presse ce mercredi 18 octobre. L'objectif de cette sortie était de présenter le rapport du Forum sur la bonne gouvernance tenu à Grand Popo les 15, 16 et 17 juin 2017 dernier. Il s'agissait de la première édition des Journées nationales de la gouvernance organisée par le FONAC et financée par l'USAID à travers le projet Initiative de coopération sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Gouvernance et lutte contre la corruption, état des lieux et défis. Tel était le thème de la première édition des Journées nationales de la gouvernance, JNG, tenue à Agoué, Grand Popo, du 15 au 17 juin 2017. Organisée par le Front des organisations nationales contre la corruption, FONAC, à travers le projet Initiative de coopération sécuritaire en Afrique de l'Ouest, WACSI Bénin, les JNG sont financées par l'USAID. Elles se veulent être un espace où politiciens, universitaires et experts ayant des points de vue différents se rencontrent pour discuter des questions pertinentes et élaborer des recommandations pour les décideurs. Pour cette première édition où ministres, députés, universitaires, sociétés civiles, experts et partenaires techniques et financiers ont pris le rendez-vous pour discuter de la lutte contre l'impunité au Bénin, plusieurs recommandations ont été faites. D'abord au gouvernement. Mettre rigoureusement en application le mécanisme de dotation des hauts emplois techniques dans l'administration publique. Mettre en place un dispositif efficace et transparent pour en finir avec les fraudes et suspicions de fraude dans l'organisation des concours d'accès à la fonction publique. Revoir les tests qui organisent les différents organes administratifs de contrôle, de sorte à permettre que les résultats des audits et des inspections soient transmis à certaines structures en charge de la promotion de la bonne gouvernance, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, par exemple. Allier l'indépendance totale de la justice avec la responsabilité de ses acteurs. À l'endroit de la Cour suprême et de la Haute Cour de justice, les recommandations n'ont pas manqué. À l'endroit de la Cour suprême, veiller à la déclaration du patrimoine, exercer des contrôles sur la déclaration du patrimoine. Au niveau de la Haute Cour de justice, œuvrer à la révision des dispositions constitutionnelles créant la Haute Cour de justice et y intégrer des magistrats de formation. Du côté du Conseil économique et social et de la RAC, on note également des recommandations. À l'endroit du Conseil économique et social, il faut que tous les membres du Conseil économique et social puissent déclarer leur patrimoine. Au 30 juin 2017, aucun des 30 membres du Conseil économique et social n'avait fait sa déclaration du patrimoine. À l'endroit de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, promouvoir le renforcement des capacités des acteurs des médias pour une spécialisation en matière d'investigation journalistique, notamment sur les faits de corruption. La NLC et le Parlement n'ont pas aussi échappé aux recommandations. À l'endroit de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, intensifier la sensibilisation des citoyens sur le contenu de la loi, se saisir des faits présumés de corruption et des infractions connexes et leur donner des suites, etc., etc. Au niveau du Parlement, il faut revoir la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption. Il faut ériger la Chambre des comptes de la Cour suprême en Cour des comptes. Le directeur de l'USAID, quant à lui, a salué l'initiative et émis des souhaits. Les Béninois étaient les vrais leaders dans cet effort et je suis fier que nous ayons pu soutenir ces discussions très importantes. J'espère aussi que nous serons en mesure de soutenir vos efforts pour transformer ces discussions en actions concrètes. Le FONAC, pour sa part, a élaboré un suivi complet des recommandations et prépare déjà les JNG 2018. Les 10 conseillers communaux dissidents de la mairie de Lokossa étaient face à la presse ce mardi. C'était au cours d'une conférence de presse au cours de laquelle ils ont étalé les dessous de la crise qui secoue la mairie de Lokossa depuis plusieurs mois. Acquisition de 2 véhicules à 45 500 000 francs CFA, achat d'un bulldozer à 173 millions, budget 2016 de la mairie, élaboration du PDC 3e
génération de la mairie de Lokossa. Voilà, entre autres, les sujets abordés au cours de cette rencontre avec les professionnels des médias. Écoutons à présent un extrait de Valère Dogué, premier adjoint au maire de Lokossa lors de cette conférence de presse. C'était donc lors du vote du budget privatif gestion 2016 de la commune de Lokossa que le maire Awadi Kokou-Pierre a fait une prévision de 70 millions de francs CFA pour l'acquisition d'un véhicule de commandement du maire. Et on avait jugé donc cette prévision exorbitante. Le maire nous a rassuré que si il a eu à faire cette prévision, c'est pour acheter donc des véhicules neufs. Grande a été notre surprise quelques mois plus tard de constater donc que les deux véhicules qui sont achetés n'étaient pas des véhicules neufs. La deuxième session ordinaire de l'année 2016 du conseil communal de Lokossa, consacrée donc au collectif budgétaire, a eu lieu le 30 juin 2016. Au cours de cette session, le maire a présenté la situation financière relative donc à l'acquisition de ces deux véhicules. Et nous constatons donc que sur les 70 millions, 47 500 ont été dépensés. Est-ce à dire que les deux véhicules ont coûté 47 500 000? On l'a donc saisi le 2 juillet 2016 pour lui demander de nous éclairer par rapport au processus qui a conduit donc à l'achat de ces deux véhicules. Jusqu'au 11 juillet 2016, le maire n'a pas daigné nous répondre. Et c'est après la saisine du ministre de la décentralisation que le 14 juillet 2016, le maire nous a finalement répondu qu'aucune disposition légale ne l'obligeait à mettre donc des documents demandés à notre disposition. On était en train de parler du processus qui a conduit à l'achat de ces véhicules quand le véhicule fait accident. Il a débloqué 2 723 876 francs pour la réparation de ce véhicule. Alors que c'est un véhicule qui est censé être assuré. Il n'y a pas eu compte rendu au conseil communal. Et voilà de quelle manière le maire a procédé donc à la réparation de ce véhicule. Et jusqu'à l'heure où nous sommes en train de vous parler, on n'a jamais eu d'éclaircissement par rapport à ce véhicule. Il y a eu le fameux bulldozer qui nous a coûté 173 500 000. Le jour où l'engin est allé faire son coup d'essai, l'engin est tombé en panne. Voilà ce qu'on fait de l'argent de Lokossa. Et on nous demande de nous taire parce que c'est Awadi Kokou-Pierre qui est maire. Cette conférence de presse a été une occasion pour les conseillers dissidents de la mairie de Lokossa de réaffirmer leur soutien au président Patrice Talon et son programme d'action du gouvernement. Et pour amorcer le développement de la commune de Lokossa, les 10 conseillers dissidents exigent la révocation de leur maire Pierre Awadji. Suivez plutôt. Nous sommes attachés au développement de Lokossa. Et nous ne pouvons pas arriver à ce développement sans le concours du pouvoir. Et c'est pourquoi nous réaffirmons notre soutien indéfectible au programme d'action du gouvernement. Comme ils l'ont dit, il y a pire à Lokossa. Et il faut seulement quelque chose pour que le développement de Lokossa soit amorcé. Cette chose-là, c'est que le maire Awadji quitte la tête de la commune de Lokossa. Nous demandons très respectueusement au président de la République de nous aider dans ce sens. Comme il a fait ailleurs, faute lourde, il y en a également à Lokossa. Donc il procède purement et simplement à la révocation du maire pour permettre à la population de Lokossa qui vient de souffrir de pouvoir souffler. Le directeur général de la Loterie nationale du Bénin a procédé ce mercredi à la remise d'un chèque de 25 millions de francs CFA à une structure du ministère des Sports. Ce don s'inscrit dans le cadre d'un partenariat qui lie les deux structures. On écoute. Cette subvention, j'en suis convaincu, permettra au Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs de respecter ses engagements vis-à-vis des acteurs du monde sportif dont les attentes augmentent de jour en jour, mais aussi de se positionner davantage dans la dynamique de mobilisation d'autres ressources afin d'affranchir progressivement
le financement du sport béninois du budget national. Je formule le vœu que cet appui s'accroisse davantage pour les années à venir et souhaite que d'autres acteurs vous emboîtent le pas. Il me plaît également de lancer un vibrant appel en direction des autres sociétés d'État, entreprises et semi-publiques ainsi que privées, afin qu'elles puissent emboîter le pas à la Loterie nationale du Bénin en soutenant les actions sportives au Bénin via une quotité cessible défiscalisable de leur chiffre d'affaires. Notre souhait le plus ardent serait de voir aboutir le prochain vote de la loi portant sur le mécénat et le sponsoring des activités sportives et culturelles au Bénin. Je voudrais avec humilité dire qu'il serait bien que nous prenions davantage conscience de l'importance vitale du sport et de la visibilité sportive. C'est donc dans cette logique que la Loterie nationale du Bénin entend participer de manière soutenue à tout ce qui a rapport au sport, à la jeunesse, au loisir. Et nous le ferons toujours, je dirais à partir de maintenant, dans la proportion de nos propres réussites commerciales. C'est pour avoir l'assurance de tendre le témoin à des mains encore plus robustes, à des coureurs encore plus puissants, capables de faire des foulées époustouflantes, que nous contribuons avec humilité et de très bon cœur au travail que vous faites au service de la nation. Actualité en dehors du Bénin, ils jonglent depuis l'été entre les amphithéâtres et leurs chantiers. 3 étudiants déchus par l'offre locative locale espèrent emménager avant décembre dans les logements en bois construits de leurs propres mains sur le campus près de Rennes. Reportage. Pierre et Lucas attendaient cette livraison avec impatience, des portes et des fenêtres en PVC qui compléteront bientôt leur future habitation. 4 studios étudiants compris dans ces 2 modules en bois. Il y aura une chambre et un petit salon privatif. Là, il y aura une salle de bain, la partie commune, une autre salle de bain et une autre chambre avec un salon. Donc voilà, la partie privative. Pour mener ce projet de A à Z, les étudiants relèvent le défi de tout construire eux-mêmes. 2 ans de réflexion pour faire le choix de la structure des bâtiments et de matériaux écologiques, comme cet isolant fabriqué en Bretagne. Ça, c'est la boîte de cellulose. En fait, c'est des papiers journaux qui sont broyés et en fait, qui sont stockés sous forme de ballots de 10 kg qu'on va mettre dans une cardeuse. Donc, c'est la machine qui les insuffle. Et en fait, c'est insufflé dans les murs comme ça. Donc, c'est retenu par vapeur. Et en fait, on fait un trou, on passe le tuyau, on insuffle et après, on rebouche et ça nous donne une isolation comme ça. Au total, une 60aine de mètres carrés pour chaque module, entièrement construit de leurs mains, du sol au plafond. Une démarche à la portée de tous. On a essayé vraiment de tout faire au plus simple. Donc il n'y a pas d'extravagance, de choses un peu compliquées à réaliser. C'est des portes classiques, il n'y a rien de vraiment très compliqué. C'est la base de la plomberie, la base de l'électricité, il n'y a rien de très sorcier. Et donc voilà, on a réussi à faire ça nous-mêmes avec l'aide de personnes de l'entourage. Pas besoin de professionnels, tout le monde peut le faire, quoi. Pour ce projet d'éco-construction, les 3 étudiants ont engagé près de 90 000 € via des prêts auprès de leur entourage ou de banques. À long terme, ils espèrent développer leur prototype, modulable et déplaçable, sur d'autres campus universitaires de France. Alors que le gouvernement canadien soutient l'extension d'un oléoduc dans la mer de Salish sur la côte pacifique de leur côté, les populations indigènes et les ONG écologistes préparent la résistance. Reportage. Devant la cour d'appel de Vancouver, ces activistes lancent un ultime recours contre le projet d'extension de l'oléoduc de Trans Mountain dans l'ouest du Canada. Le projet prévoit de tripler la capacité de l'oléoduc. Des milliers de personnes résistent à travers la Colombie-Britannique en disant « on fera tout ce qui est nécessaire ». Et ça ne vient pas que des individus, mais aussi des municipalités, de la ville de Burnaby, le maire de Vancouver et le gouvernement de Colombie-Britannique qui a dit qu'il ferait tout ce qu'il faut pour stopper cet oléoduc. Le jugement ne sera rendu que dans plusieurs mois. En attendant, les populations amérindiennes et les ONG organisent déjà la riposte avec des camps d'entraînement dans la mer de Salish, entre Vancouver et Seattle.
Si le projet d'extension de l'oléoduc aboutit, 400 pétroliers risquent d'y passer tous les jours pour se rendre en Chine. Les Amérindiens veulent protéger la mer de Salish. Aujourd'hui, à cause du colonialisme et de la collusion des entreprises avec le gouvernement, nous voyons la mer de Salish en train de mourir. La mer de Salish est sur son lit de mort et personne ne le sait. Greenpeace organise des simulations de manifestations contre des pétroliers. Tout en bloquant le navire, les activistes doivent faire passer leur message aux médias. La flotte moustique est prête à se mettre devant ces pétroliers et à dire « Non, vous en avez pris assez. Vous avez mis assez de pétroliers dans ces eaux. Vous nous avez assez mis en danger et nous sommes prêts à mettre une limite et dire que c'est inacceptable. » Le gouvernement canadien a déjà entériné le projet d'extension qui permettra, selon lui, d'accroître les exportations de pétrole et de créer des milliers d'emplois. Mais les opposants ont des raisons d'espérer. Il y a quelques jours, un autre projet d'oléoduc a été abandonné au Canada face aux pressions. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Nos informations sont en continu sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.